Chers amis, aujourd'hui nous allons explorer deux films qui vont vous plonger dans une profonde angoisse, une peur intense si vous arrivez à les dénicher, et nous allons voyager également aux confins du psychisme dans plusieurs acceptions du terme. Et je voulais vous parler donc de deux films exceptionnels avec des scénarios très originaux et uniques dans l'histoire du cinéma, des scénarios, des histoires que vous ne retrouverez dans aucun autre film, tellement ces deux films-là sont vraiment exceptionnels. Et l'adage populaire dit que le vrai courage, c'est de vaincre sa peur. Et effectivement, avec ces films-là, vous pourrez mesurer si vous pouvez vaincre votre peur ou si vous allez vous laisser envahir par elle. Et dans cette continuation d'exploration des cassettes VHS, pour explorer les fleurons du passé, je voulais vous parler donc du premier film qui s'appelle Le démon dans l'île, un chef-d'œuvre unique. Voici la cassette vidéo. Voilà. Voilà. Alors derrière au verso, il y a toute une explication, un récit. Ça se faisait dans certaines collections. Par exemple, les films 7 faisaient ça. D'autres collections de VHS étaient plus mesurées dans ce registre, mais enfin c'était assez courant d'avoir une explication assez détaillée. Donc le démon dans l'île, avec cette très belle pochette, très beau poster de film, avec Annie Dupéret, une île et un poignard planté dans l'île avec du sang qui coule, un film de Francis Leroy, un réalisateur français né à Paris 1942 et décédé en 2002 à 59 ans. Donc Francis Leroy, c'est vraiment quelqu'un qu'on n'attendait pas du tout dans le registre horrifique, étant donné que sa spécialité, c'est, disons-le clairement, le film érotique, voire plus. Je ne vous fais pas un dessin. Donc il est vraiment connu pour ça, mais dans sa carrière cinématographique, il a fait quelques films, 4-5 films, en dehors de ce registre, dont Le démon dans l'île. Donc ce démon dans l'île nous conte l'histoire d'une femme interprétée par l'excellente Annie Dupéret, que l'on connaît surtout dans les registres comiques avec des films avec Pierre Richard, mais elle est aussi excellente dans le registre dramatique, ce qui est le cas dans ce film. Donc Gabrielle Martin, c'est le nom qu'elle a dans le film, est une doctoresse qui est, disons, mandatée sur une île de la Manche, donc sur les côtes bretonnes et normandes de France. Vous avez un certain nombre d'îles, dont la plus connue est le Mont Saint-Michel, mais là, dans le film, ça n'est pas précisé spécifiquement le nom de l'île en question, mais enfin, disons, une île de la Manche. Et vous avez une petite bourgade sur cette île qui mandate cette doctoresse, et elle va découvrir qu'en fait, dans l'île en question, il y a déjà un docteur qui officie, le docteur Marshall, interprété par Jean-Claude Brialy, qui officie sur cette île depuis déjà 8 ans. Donc au départ, elle se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Il y a déjà un docteur, à quoi bon avoir 2 docteurs pour une si petite bourgade? Bon. Et la mairie est un peu empruntée. Nous avons le maire de la ville, Richard. D'ailleurs, Richard, on le voit au début du film, avec des rasoirs, en train de se raser, et il se coupe partout. Et vous allez voir que cet aspect-là est très important dans le film, puisque la mairie reste vaseuse en disant « Oui, il y a un autre docteur, mais on ne l'aime plus et on a besoin de vous. » Voilà. Et on aimerait bien que vous restiez sur l'île. Bon, alors, donc, cette fameuse Gabrielle Martin n'est pas très enthousiaste au départ, mais très vite, elle va être embrigadée dans un certain nombre de faits
très étrange, puisque dans cette île, il se passe des choses vraiment bizarres par rapport aux objets du quotidien. Et des appareils ménagers vont se mettre à se détraquer et à devenir très dangereux et menaçants pour les gens, les habitants de l'île. Et c'est très étrange cette histoire, puisque donc, la doctoresse va être confrontée à des gens blessés, mutilés par un couteau électrique, une cafetière qui explose, j'en passe et des meilleurs, une bonbonne de gaz, un four électrique, un jouet. Donc des objets du quotidien qui blessent, mutilent et tuent en plus de provoquer de graves complications médicales. Donc là, on a vraiment un savoir-faire stupéfiant chez Francis Leroy qui arrive, avec l'intrigue du film qui se déroule, à rendre ces objets banals, ces objets que vous utilisez quotidiennement, comme des vraies menaces. Et il arrive à utiliser cet aspect-là de la vie quotidienne avec une habileté vraiment diabolique. Ce qui fait qu'à certains moments, par exemple, vous avez une cuisinière comme ça dans telle ou telle maison et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer entre le mixeur qui coince, la télévision du mari qui tombe en panne, la cafetière pour faire du pot-au-feu qui commence à fumer. Donc il y a vraiment un suspense stupéfiant. Et Gabrielle Martin, du coup, elle va trouver ça très bizarre, elle va enquêter, elle va essayer de demander des comptes à l'autre docteur qui vient se présenter au début du film chez elle spontanément en disant bonjour, c'est moi le docteur, ah bon, ben ok, bon, ben bonjour. Et elle va sentir que ce Marshall, docteur Marshall, veut dissimuler des choses tout en lui révélant un petit peu parce qu'elle va aller chez lui aussi clandestinement. Elle va voir qu'il a une installation très sophistiquée avec des appareils très modernes. Il faut penser que nous sommes en 1982 donc. Et elle va découvrir qu'il y a quelque chose de très bizarre dans l'unique supérette. Donc à l'époque, on disait des supérettes, c'est des petits supermarchés pour des petits villages, des petites villes, comme sur cette île. Et elle va découvrir quelque chose de stupéfiant, un petit garçon qui s'introduit la nuit dans cette supérette avec un certain pouvoir psychique. Il arrive à faire pivoter les rouages de la porte, le verrou, il déverrouille, il s'introduit. D'ailleurs, les premières apparitions de ce jeune garçon, on ne voit que les yeux dans la nuit et on voit qu'il fixe par exemple un appareil, un couteau électrique qui le lendemain va être acheté par un brave monsieur pour faire plaisir à sa femme. On est en 1982, bon. Et couteau électrique qui va s'enclencher sans la prise et couper 2 doigts dans une scène gore assez traumatisante. Et le film en regorge. Donc Gabrielle Martin va découvrir, d'abord elle va discuter une première fois avec Marshall qui va lui dire mais oui effectivement depuis 8 ans le nombre d'atroces accidents, mutilations, accidents avec des appareils ménagers, avec même des engins pour cultiver les terres se multiplient. Et bien entendu, il ne parle pas du poteau rose, puisque lui, il connaît la vérité. Mais notre Gabrielle Martin va découvrir la vérité. Et en fait, les parents, les couples qui gèrent la supérette, a eu un fils caché. Le docteur Marshall a voulu cacher ce fils avec une protubérance
encéphalique très importante et des pouvoirs psychiques. Donc ce démon dans l'île et ce jeune garçon a un pouvoir de nuisance assez impressionnant. Et donc elle va découvrir ça. À la fin du film, nous avons l'enfant qui, en quelque sorte, est couvé par le docteur Marshall, qui va se suicider. Et il y a une scène très étonnante, très étrange à la fin, où le docteur Marshall s'enfonce dans la terre. Donc voilà, un film vraiment stupéfiant, un film étrange, un film bourré de scènes vraiment uniques et originales, du suspense. Le film a eu le prix du suspense au festival d'Avoria en 1983, à juste titre, et avec une récompense bien méritée. Donc par exemple, 2 scènes dantesques parmi tant d'autres dans ce film. Alors vous avez la scène du jouet avec cette petite fille qui a une espèce de petit singe qui fait du tambourin. Et dans une scène avec beaucoup de suspense, puisque c'est justement dans la cuisine où il y a la maman, la sœur qui s'affaire, et puis le père aussi avec sa télé qui tombe en panne, le mixeur qui menace de couper des doigts, la cafetière pour faire le pot-au-feu qui menace de sauter. Puis en fait, c'est très habilement que le réalisateur nous fait tourner en bourrique entre toutes ces possibilités. Et en réalité, c'est la deuxième petite fille qui, avec ce jouet, qui tout d'un coup s'arrête, sans explication. Elle regarde et crac, le petit singe va faire un espèce de geste comme ça et ça va lui crever l'œil. Une scène très audacieuse pour l'époque. Et ensuite, la petite fille a l'œil crevé, elle hurle, et puis ce qui est encore plus terrifiant, c'est que le singe, il revient, il remet son bras, si vous voulez, au milieu, et hop, il continue de tambouriner comme si de rien n'était. Voilà. Deuxième scène dantesque, mais il y en a plein dans ce film, c'est la scène du four électrique. Et quand vous voyez cette scène, vous regarderez votre four électrique avec beaucoup plus de méfiance. Puisque là aussi, on a une mère de famille avec sa fille qui prépare à dîner. Et le four, tout d'un coup, va lui coincer le bras. Et puis, le bras va commencer à brûler, à cuire tout doucement avec de la fumée qui s'échappe, du sang qui coule, et il va cuire de plus en plus, elle va hurler. Et son mari arrive tout affolé et il ne sait pas quoi faire. Et le temps qu'il arrive il n'arrive pas à bouger la porte, évidemment, la porte du four. Et quand il arrive à débrancher, eh bien, le bras de la pauvre cuisinière, la ménagère, est complètement calciné. La porte s'ouvre enfin, elle tombe par terre, et puis on voit ce bras tout calciné qui tombe à côté d'elle. Bon, ça vous donne une petite idée de l'impact horrifique et provoquant de l'effroi de ce film remarquable, Le démon dans l'île. Voilà. Alors, vous le savez, j'aime la musique de film, c'est ma passion. Et dans les 2 films que je veux vous présenter, il y a des musiques sublimes, disons-le clairement. Et nous avons une musique de Christian Gaubert, je vais vous montrer là, voilà. Voilà, un magnifique 33 tours Carrère sorti en 1983, avec le poster du film, la même chose que la VHS, voilà, le verso, un disque Carrère. Voilà, alors la musique du film Le démon dans l'île a été composée par Christian Gaubert, un de mes compositeurs français préférés. Musique qui n'a pas été rééditée en CD, ni dans une édition vinyle récente, il n'y a que le vinyle d'époque. Donc Christian Gaubert est né en 1944 à Marseille, musicien, chanteur, compositeur, arrangeur pour de nombreuses vedettes
de la chanson française de l'époque, comme par exemple Charles Aznavour, Mireille Mathieu, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg et tant d'autres, et extraordinaire compositeur de musique de film, puisque pour ce film, il nous a fait un joyau, tout simplement, un joyau, des accents inquiétants avec des cordes pour souligner l'angoisse, la peur, la panique, l'accident qui a coûté la vie au mari et à l'enfant de la doctoresse. C'est ce qu'on découvre aussi au fil du film, qui rajoute au côté dramatique, et des envolées lyriques d'une rare beauté, avec des chœurs de femmes, du piano et du synthé, pour souligner la fatalité de cette histoire, son étrangeté et le destin inéluctable des protagonistes, avec une tonalité empreinte de gravité. Voilà pour la description de cette musique du Démon dans l'île, un film extraordinaire. Il n'a pas été réédité en DVD, donc on ne le trouve en principe que en cassette vidéo, ou à moins qu'il y ait ces sites de streaming, je n'y connais rien, je vous laisse enquêter si vous voulez tomber dessus. Voilà. Le deuxième film dont je voulais vous parler est un film terrifiant. Vous allez plonger encore plus dans la peur avec ce film qui s'appelle L'Emprise, en anglais The Entity. Un film terrifiant qui a aussi été proposé en 1983 à Avoriaz. Je vais vous montrer la pochette. Donc l'année 83, avec ces deux films de 1982, était particulièrement faste, puisque ce film, L'Emprise, The Entity, a eu le prix de l'Antenne d'Or, d'une part, et sa très belle et très talentueuse actrice Barbara Hershey a eu le prix d'interprétation féminine pour ce film extraordinaire, incroyable, qui s'appelle L'Emprise. Voilà une édition en cassette vidéo chez Fox. Voici le verso. Voilà L'Emprise, un film terrifiant, un film très angoissant, un film de Sidney J. Furie. C'est un Canadien, né en 1933 à Toronto, toujours vivant, il a 90 ans. Donc scénariste, réalisateur, producteur multitalent, Sidney J. Furie a œuvré dans divers registres, le drame, les films musicaux, les comédies musicales, les films d'espionnage et les films d'horreur. Et avec L'Emprise, nous avons une femme célibataire avec ses 3 enfants, un garçon d'environ 17 ans et 2 petites filles. Carla Morand, elle s'appelle. Et cette brave mère célibataire habite dans une maison. Et soudainement, un jour, une nuit, elle subit une attaque d'un personnage, d'une entité, puisque c'est la traduction littérale du nom du film en anglais, The Entity. Une entité mystérieuse va l'attaquer, va la gifler, lui donner des coups, et il va abuser d'elle, la violer pour être clair. Et cette entité composée d'un mystérieux personnage, alors Carla Morand va parler d'un homme fort et qui pue, excusez l'expression, un homme fort qui pue et qui porte atteinte à son intimité. Et cette curieuse situation va provoquer un effroi et une terreur sans nom, puisqu'on se met à la place de cette jeune femme qui va subir dans le film une bonne dizaine d'attaques de cette entité, avec parfois une tentative de viol avortée, et souvent il y réussit. Dans un certain cas, elle va décrire ensuite au Dr Snyderman, qui sera le psychiatre, c'est le premier à intervenir dans cette histoire pour essayer d'aider cette Carla Morand. Et elle va même décrire dans un de ses viols qu'il y a non seulement ce personnage
qui est fort et qui sent mauvais, avec deux plus petits hommes qui vont lui tenir les jambes. Effectivement, donc cette pauvre Carla, elle va se retrouver avec des marques. Et c'est ce qu'elle va présenter au docteur Sneiderman, qui, ma foi, est un psychiatre et qui va écouter cette dame et qui, évidemment, lui, va se dire au départ que c'est dans sa tête que tout cela se passe et que lui, il commence à lui dire qu'il y a des gens qui arrivent à se mutiler dans des crises et que, ma foi, bon, ça pourrait être une hypothèse. Nous, les téléspectateurs, on sait que ce n'est pas le cas vu qu'on la voit subir ces attaques. Donc, on sait que, a priori, ce n'est pas elle, elle est victime entièrement. Voilà. Et donc, le docteur Sneiderman va commencer à lui parler d'antécédents dramatiques. Il va essayer, il est plutôt sceptique. Et assez rapidement, il va lui parler de tranquillisants, ce qui semble complètement hors sujet, de mon point de vue, dans le déroulé de l'intrigue. Ça paraît absurde pour le spectateur, qui sait que l'entité existe. Et ce qui est aussi très angoissant dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune explication sur l'origine de cette entité, et nous allons y revenir. Il n'y a pas d'explication. D'où vient cette entité ? On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Le film n'apporte pas de réponse. Et donc, ça augmente l'effroi et l'empathie envers cette pauvre Carla qui subit les attaques assez régulières de cette entité. Il y a une scène assez stupéfiante en pleine nuit où Carla Morantore, et puis on voit que les seins, on voit que sa nuisette est écartée, et puis qu'on voit ses seins qui sont malaxés. Et c'est vraiment... Les effets spéciaux de l'époque sont incroyables. On voit les seins de la demoiselle, de cette dame, qui sont malaxés. Elle est là en pleine nuit et elle va éprouver du plaisir. Et c'est ce qu'elle va... Elle va se réveiller, l'entité va disparaître et elle va être très en colère. Elle va détruire les miroirs et ensuite elle va expliquer à Sneiderman, puisqu'elle le voit plusieurs reprises pour lui raconter son calvaire, elle va raconter qu'elle a ressenti un orgasme. Et c'est là très subtil de la part du réalisateur de démontrer, on va dire, une certaine métaphore du plaisir féminin qui est souvent considéré comme indicible. Donc là, on a cet aspect-là dans le film pour témoigner à la fois du fait qu'elle se sent abusée et qu'elle se sent violée dans son intimité. Mais là, dans cette scène où il n'y a que les seins, elle dit « j'ai ressenti un orgasme ». Donc c'est toute la subtilité du propos, c'est pas comme dans ces films modernes, les nuances de grès, où vous avez le mec riche dans son hélicoptère qui... vous voyez ce que je veux dire, vous verrez pas le brave ouvrier, le brave ouvrier de chantier qui va attacher la demoiselle. Non, c'est forcément le mec super riche. Enfin, vous voyez, c'est complètement... Enfin, c'est très contemporain. Là, vous avez une femme qui souffre, une femme terrifiée, et nous sommes terrifiés pour elle, et nous sommes dans l'empathie, mais il y a cette petite subtilité du plaisir très passager. Tout le reste, c'est de la peine et de la souffrance. Donc Carla raconte à ce psy Sneiderman qu'elle a été abusée par son père. Elle raconte sa vie très dramatique, avec une enfance malheureuse. Elle raconte les plusieurs hommes qui ont égrené sa vie avec un premier homme. Donc c'est paradoxal parce qu'elle dit que son père l'a abusée et en même temps, après, elle parle de plaisir sexuel. Donc là, des fois, les scénaristes, rien n'est parfait en ce bas monde. Des fois, les scénaristes ont un petit peu des errances, pourrait-on dire, dans la logique de l'intrigue. Mais bon, il y a des fois des petites incohérences, mais ça n'enlève rien au fait que le film est remarquable et son impact est considérable.
Donc plusieurs hommes dans sa vie, donc c'est pour ça qu'elle a eu un premier fils qui est grand, puis ensuite 2 petites filles avec un autre bonhomme qui est parti. Le premier s'est suicidé, le deuxième est parti. Donc le psychiatre, lui, va ne pas croire à cette histoire d'entité qui vient d'on ne sait où, fantomatique. Alors bien entendu, en plus dans le film, l'entité fait voler des objets, enfin il y a vraiment... c'est apocalyptique, il y a des scènes apocalyptiques dans ce film, d'objets qui explosent, qui volent dans tous les coins, on pourrait dire comme une maison hantée. Nous allons revenir aux fantômes et à la maison hantée, ce qui n'est pas exactement le propos du film, c'est plus subtil, mais on est quand même dans ce registre-là également. Donc, Carla va ne pas se sentir écoutée et comprise par le psy, donc elle va l'envoyer balader, parce que le psy, Sneiderman, en plus, il a une équipe avec lui de branlots, disons-le clairement, excusez du terme, qui sont, voilà, c'est un peu, bon, ils sont un peu à côté de la plaque, ils savent pas trop comment, pour eux, c'est elle, en gros, qui délire, quoi. Et notre Carla va tomber dans une librairie, puisque son amie Julie veut essayer de l'aider, elle est empathique, et elle va découvrir une équipe de parapsychologues. Donc si vous voulez, il y a 2 parties dans ce film. Il y a la partie Sneiderman et la partie parapsychologue. Et après, à la fin, les 2 vont s'entremêler un peu. Donc les parapsychologues, eux, sont au fait, ça les intéresse, des objets qui bougent, des manifestations curieuses dans des maisons et ce genre de phénomène. Donc ils vont plus adhérer à sa thèse, ils vont aller dans la maison de Carla Morand et là on va avoir plusieurs scènes assez stupéfiantes où l'entité va se manifester mais elle va être un peu comme arrêtée. Donc c'est curieux puisque l'entité, c'est ça qui est encore plus effroyable dans ce film, c'est que l'entité attaque Carla Morand même en présence de ses enfants. D'ailleurs, il y a une scène avec son fils qui veut aider sa mère et qui se fait envoyer valdinguer, il a le poignet cassé. Donc, bizarrement, avec la présence des parapsychologues, l'entité se manifeste avec des jets de lumière, des éclats, mais elle semble plus pusillanime. Donc on peut dire qu'il y a une contradiction entre l'attaque en présence des proches et la retenue de l'entité quand il y a les parapsychologues qui sont là. Mais il va y avoir donc la chef des parapsychologues qui est interprétée par Jacqueline Brooks, très bonne actrice, qui va être sceptique au départ, puis ensuite quand elle va aller dans la maison avec Carla Morand et être assistée avec ses collègues parapsychologues à tous ces phénomènes, elle va être vraiment terrifiée et elle va dire ok, on va faire une expérience absolument dantesque dans ce film, c'est-à-dire qu'ils vont proposer à Carla Morand qui à un moment donné se trouve à l'hôpital puisqu'elle a subi une énième attaque. Et dans une scène très poignante, elle dit au parapsy qu'il lui propose une expérience un peu très particulière pour coincer cette entité. Et là, Carla, elle dit, je suis prêt à tout pour m'en débarrasser. Et ça, vous verrez que c'est très poignant. Donc, il lui propose une expérience dans un espèce d'hangar avec un enclos, avec de l'hélium liquide. Donc, ils ont besoin de son accord parce que c'est très dangereux. Ils vont reconstituer un peu son appartement dans un espèce de préfabriqué avec un toit ouvert. Eux, ils sont dans une espèce de cockpit de contrôle. Ils vont essayer de lui dire comment interagir et comment faire lorsque l'entité va de nouveau se manifester, ce qui va être le cas. Elle a un espèce d'endroit où elle peut se réfugier pour l'attaque, un safe place, un endroit sécurisé. Bon, bref, je vous passe les détails. L'entité va se manifester et elle va se réfugier là-dedans. L'hélium liquide sera balancé et là, on va voir une scène dantesque avec l'entité dans une énorme masse,
comme un iceberg, si vous voulez, ou des glaciers de l'Antarctique, congelée, et qui va être détruite en 1000 morceaux. Mais bien entendu, comme le film est très subtil, l'entité, si j'ose dire, n'est pas morte. C'est ce qu'on va voir à la fin du film. Quand Carla Morant va partir de la Californie, l'endroit où se déroulent les événements, et elle va aller dans une autre maison, et on va voir que l'entité est toujours là en fait. Elle va claquer la porte, et là on entend une voix gutturale qui dit une insanité, je ne vous répéterai pas laquelle, je vous renvoie au film, une grossièreté du genre je suis toujours là et tu vas toujours en baver. Et donc, on peut voir dans ce film la symbolique du cauchemar qui n'en finit jamais en fait. 2 scènes dantesques dans ce film, parmi des tas d'autres. L'attaque chez Julie, l'amie de Carla, c'est une voisine. Donc, Carla va se réfugier à un moment donné chez Julie en lui disant est-ce que je peux dormir là et tout. Et l'entité va venir faire exploser le salon de Julie et son mari qui dans le film est un imbécile. Bon, c'est comme ça. Et là, la voisine va se rendre compte qu'elle ne raconte pas, parce qu'évidemment il y a un petit doute, même si elle aime son ami. Elle se dit bon. Là, elle va voir que c'est réel quand tout le salon sera complètement démoli avec les fenêtres qui explosent, les objets qui valent dingue. Et une deuxième scène absolument incroyable, c'est que Carla Morant, elle a son nouveau fiancé qui est, comme par hasard dans le film, un gars qui voyage beaucoup pour ses affaires. Bon, donc il est souvent absent, ce qui est pratique, comme ça, la dame peut être attaquée par l'entité régulièrement, mais finalement on se rend compte que même quand il y a le fiancé qui vient, et Carla est enfin soulagée puisqu'il lui dit j'arrête de voyager, je reste avec toi, on va se marier, on va faire une famille normale et tranquille et sereine. Et à un moment donné, dans une scène un peu relax, avec du badinage, où il amène du vin, on dit bah, tiens, bois un petit coup de vin. Bon, ok, mets ta robe, il lui offre une robe. Et puis tout d'un coup, le fameux fiancé, il vient dans la chambre et là, on a une scène incroyable avec Carla Morant qui est toute nue sur le lit en train de se faire violer par l'entité. Donc il faut vous imaginer cette scène où on voit son corps qui est malaxé, mais on ne voit personne. Il n'y a rien. Et le fiancé est complètement stupéfait et terrorisé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Et la pauvre Carla, elle lui dit « Aide-moi, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. » C'est poignant. Donc le fiancé va essayer de s'approcher, il va se faire éjecter, puisque évidemment l'entité possède une force surhumaine. Et il va essayer de prendre une chaise et d'asséner un coup sur l'entité qui va à ce moment-là disparaître. Et voilà. Donc, 2 scènes dantesques, mais le film en regorge. Donc, ce film est poignant, en plus d'être terrifiant, parce qu'il symbolise la solitude de la personne souffrante face à la maladie psychique. Ça, c'est le point de vue de Schneiderman et son équipe. Mais que l'on se place de ce point de vue-là ou du point de vue des parapsychologues qui, eux, disent effectivement il y a un phénomène étrange. Un des parapsychologues à un moment donné dit c'est peut-être une projection psychique et nous allons y revenir. C'est un point qui est à peine évoqué dans le film, mais pas trop parce qu'évidemment le but du film c'est de terroriser les gens et de leur faire peur et ça marche parfaitement bien. Donc la solitude et l'absurdité de certains fléaux inexplicables, on va dire psychiques par exemple, non préhensibles pour autrui, qui provoquent un isolement, la détresse par rapport à l'immense majorité des gens qui ne vivent pas ces problèmes. Donc, le cauchemar sans fin, la solitude de la souffrance, c'est ça qu'il y a dans ce film. Et ce qui est un deuxième aspect qui est très important dans ce film, c'est ces fameux films qui sont basés sur des faits réels, puis c'est ce que prétend le film
entity, l'emprise. Donc effectivement, j'ai creusé le sujet. Et ce film est basé sur un cas qui est censé être réel d'une dame qui a vécu en Californie qui s'appelle Doris Biter, B-I-T-H-E-R, en 1974. Et il y a un écrivain, Frank De Felita, en 1978, qui a écrit un livre sur le cas de cette dame. Et ensuite, le réalisateur et les producteurs ont fait donc ce film basé sur ce livre. Et quand on creuse l'histoire de Doris Biter, qui racontait qu'elle était violée par une entité mystérieuse, et surtout elle disait aussi qu'il y avait des phénomènes inexpliqués dans sa maison. Elle vivait avec 3 garçons, donc dans la réalité c'était 3 garçons et non pas un garçon et 2 filles dans le film. Donc là aussi, il y a eu une équipe de parapsychologues qu'elle a rencontrée, qui est venue dans sa maison et qui a enquêté, qui est venue pendant plusieurs semaines, pendant un gros mois, pour essayer de filmer, photographier cette entité. Effectivement, ils ont vu des éléments bizarres, mais ils n'ont pas pu établir les viols, les abus par exemple. Ils ont fait quelques photos, mais ça a été laborieux. Les films qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas vraiment marché. C'était assez flou, même beaucoup de photos. Donc, mon point de vue sur la question, c'est que malheureusement, à mon sens, beaucoup de films qui sont basés soi-disant sur des faits réels, c'est du pipeau, je suis au regret de vous le dire. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Donc, dans ces films, nous avons, là, maintenant, nous quittons le registre de l'imaginaire et nous entrons dans le réel, n'est-ce pas? On quitte l'imaginaire et on rentre dans le réel. Et l'on voit que rien ne permet de démontrer, si on creuse le sujet, et même les photos d'époque et les divers récits, rien ne permet de démontrer les allégations de cette brave dame. Parce que déjà, personnellement, je ne crois pas aux fantômes, ni aux revenants, ni aux esprits frappeurs, ni aux entités mystérieusement invisibles et perverses. Ça, c'est pour les films, c'est super, dans les films c'est génial. C'est terrifiant, c'est excellemment bien fait, les acteurs sont formidables, les scénaristes sont très habiles, les réalisateurs. Mais dans la réalité, si vous y réfléchissez par exemple à ce simple fait que dans les appartements, dans les maisons, partout, le nombre de morts qu'il y a eu, si ces morts revenaient et étaient en colère, eh bien on pourrait vivre nulle part. Vous voyez, il y a déjà ça. Ensuite, dans les films, évidemment, ce genre d'objet qui bouge se produit toujours à 3 heures du matin et pas à 3 heures de l'après-midi. Bon. Donc déjà là, c'est là où moi j'ai un grand scepticisme. Et comme dans le premier film, Le démon dans l'île, on a en quelque sorte le thème du psychisme et son pouvoir télékinésique, très bien raconté dans ce film, eh bien, dans le registre des fantômes, on peut penser que le psychisme d'une personne en général est impliqué là-dedans. Et je vais vous raconter, par exemple, dans Le Commissaire Moulin, qui est un feuilleton français de policiers très connu, dans les premières saisons, dans les tout débuts des années 70, 71, 72, il y avait un épisode qui s'appelait Petite Hantise. Et on voit dans cet épisode des objets qui bougent dans une maison la nuit. Et on voit une jeune personne, en général un ou une adolescente, qui produit des phénomènes psychiques, qui fait inconsciemment ou plus ou moins inconsciemment bouger des objets, des vases qui bougent, des objets qui tombent, des bruits, des portes qui s'ouvrent, ce genre de choses, même des
des cailloux qui tombent sur la maison, ce genre de phénomène inexplicable. Et on voit là qu'il y a, à mon sens, il ne faut pas chercher du côté des fantômes et des esprits, parce que sinon, comme je vous dis, on pourrait vivre nulle part, mais plutôt du côté des êtres vivants. C'est pour ça que, par exemple, William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, racontait dans un documentaire au sujet de ce film qu'il avait vu le cas original, la personne qui, c'était, je me souviens plus si c'était un jeune homme ou une jeune fille qui était soi-disant possédée par le démon. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Désolé de vous décevoir à ce niveau-là. Je crois plutôt à une maladie psychique, genre dédoublement de personnalité, rarissime. C'est ce que j'ai lu dans les quelques documentations psychanalytiques à ce sujet. Des cas rarissimes de dédoublement de personnalité avec des symptômes parfois relativement stupéfiants, comme des voix qui changent, des langues non apprises consciemment mais qui ressortent, des bruitages, une voix gutturale. Et bien entendu, Friedkin, avec un petit sourire malin, le dit sans vraiment le dire, qu'il a bien entendu très fortement exagéré dans son film. Il a poussé au maximum pour rendre le film, que ce film ait le plus d'impact possible, et il l'a fait, et ça a eu un immense succès, mérité. Le film est génial, le film est excellent, un de mes films préférés. Eh bien, c'est la même chose avec l'emprise. On a déjà Frank De Felitta, cet écrivain qui voit cette histoire de maison hantée, d'emprise, qui aurait peut-être violé la demoiselle, la violentée, etc. Donc il en fait un livre où déjà il romance, et après le film en est l'excroissance, c'est-à-dire, dans le jargon cinématographique, un excellent filon, pour booster le film et le rendre, lui donner un impact colossal. Voilà. Donc, Conjuring, pareil. Alors, le diable qui soudainement vient d'on ne sait où. Pourquoi pas Jésus, d'ailleurs, si Jésus prenait possession des gens, ça donnerait quoi, d'ailleurs? Un gars ou une fille avec une aura pleine d'amour et de... Vous voyez, c'est... Moi, personnellement, je n'y crois pas. Mais par contre, dans les films, j'adore. Je suis premier client, je trouve ça phénoménal. Donc, voilà, il faut bien distinguer le réel de l'imaginaire. Dans les films, on peut s'en donner à cœur joie, on peut pousser le truc au maximum, mais dans la réalité, quand on dit un phénomène très bizarre s'est produit, il faut être prudent. D'ailleurs, dans les histoires de fantômes, j'ai lu quelques documentations, il y a des livres sérieux sur le sujet. Très souvent, il y a une jeune personne qui a, disons, des pouvoirs télékinésiques et qui est troublée et qui peut faire ça en dormant la nuit, en faisant des cauchemars et provoquer ce genre de phénomène. Mais les fantômes, il n'y en a pas. Vous pouvez les chercher longtemps, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, dans l'histoire de Doris Blythers, elle a déménagé plusieurs fois et l'entité l'a poursuivie. Mais ce n'est pas l'entité qui l'a poursuivie, c'est simplement que ses enfants l'ont accompagnée pendant un ou deux déménagements, puis ensuite ils sont grandis, ils sont quittés. Et comme par hasard, quand les enfants ont quitté le foyer, l'entité a disparu. Madame Blythers était enfin, tant mieux pour elle, tranquille. Alors, vous voyez, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu un calvaire. Personnellement, je ne serais pas très candidat pour être dérangé toutes les nuits. Personne, je pense. Voilà. Mais enfin, il faut plutôt chercher du côté de la télékinésie, que ce soit dans le cas du démon dans l'île, qui n'est pas basé sur un fait réel, c'est une pure fiction, ou l'emprise, qui est basée sur un fait réel. Il faut toujours être très prudent. Les films qui affirment ce genre de choses, c'est très souvent du pipeau, malheureusement, à mon avis. Donc voilà. Et nous avons, pour terminer avec l'emprise, une musique sublime de Charles Bernstein, un compositeur américain très talentueux, génial,
dont je vous ai déjà parlé précédemment. Il a eu le prix de la meilleure musique de film en 1984 par l'Académie de films de science-fiction, fantastique et horreur. Pour cette musique, L'Emprise, je vais vous montrer une édition CD chez Intrada. Voilà. Donc il n'y a pas eu de vinyle d'époque pour L'Emprise, qui est sorti aussi en 82. Les deux films sont de 82. Voilà le verso. Une très belle édition chez Intrada de cette musique de Charles Bernstein. Une musique obsédante, envoûtante. C'est vraiment, il y a des thèmes envoûtants, obsédants dans cette musique extraordinaire qui retrace parfaitement la fatalité subie par les personnages, du suspense, de l'angoisse. Charles Bernstein est très fort dans ce registre. Et il y a eu aussi de cette musique, l'Entité, The Entity, une réédition en vinyle en 2019. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci aux personnes qui ont la gentillesse de me suivre. Si vous souhaitez avoir davantage de points de vue sur des films, vous pouvez voir mes vidéos sur le NIF. Et prochainement, je vais de nouveau aller là-bas et il y aura des vidéos sur les films de ce festival. Merci beaucoup.